Alors, bonjour à toutes, à tous et à toutes. Euh, pour commencer, on est un peu sur les imprévus. Baptiste aurait dû parler aujourd'hui, mais il a un imprévu et il n'a pas pu rentrer. Donc, sa présentation, ça sera décalé en juin. Du coup, on va prendre un peu plus de temps pour les autres séquences. Donc, on n'a pas pensé à des remplaçants. On pense juste à voilà, être un peu plus souple, un peu, on prend plus de temps sur les autres séquences. Et alors, avant de commencer, on rappelle juste gentiment des règles qu'on s'était données au début et que elles sont valides tout le temps. Donc, la bienveillance, les droits à l'erreur et le respect des autres points de vue. Donc, on est dans une unité où il y a du pluralisme. On a plusieurs points de vue sur le même sujet. Surtout cet après-midi, on va organiser des ateliers où il y aura des débats. Donc, c'est important d'écouter l'autre, de s'exprimer, mais de laisser que tout le monde s'exprime et on donne des jugements peut-être sur les idées, mais pas sur les personnes. Et surtout, on respecte les idées des autres. Donc ça, c'est une règle fondamentale. Et je pense que sans cette règle, on ne va pas très loin. Ça, c'est les pluralismes qu'il y a dans notre unité. Et voilà, droit à l'erreur, c'est-à-dire euh, ne soyez pas, n'avez pas de crainte de vous exprimer. Il n'y a pas des erreurs. En fait, on apprend tous ensemble et c'est bien comme ça. Alors, on a accueilli Iris, nouvelle informaticienne qui va nous aider. Oui, si tu veux te présenter brièvement. Merci. Oui, oui, c'est bon. Bonjour. Ah, c'est bon. Bah, du coup, je me présente, je suis Désirée Iris. Je suis arrivée la semaine dernière dans mes fonctions. Je viens de l'Université Paris-Saclay, périmètre employeur, c'est-à-dire c'est l'ex-Paris Sud. J'étais à la direction des bibliothèques et à ce titre, j'ai travaillé avec des chercheurs, des enseignants, des étudiants, des doctorants, des parents, des élèves, des publics, de toutes sortes de personnes. J'étais une sorte d'interface entre diverses DSI. J'ai travaillé avec la DSI de Centrale Supélec, de l'ENS et celle de Paris-Saclay. Que vous dire encore? J'avais énormément de travail. Mon parc faisait à peu près 2 fois celui que j'ai maintenant ici. J'avais environ 150 collègues. Ils étaient dispatchés sur 4 sites de Kremlin-Bicêtre, Sceaux, Châtenay et le Lumen Learning Center, la nouvelle bibliothèque qui a ouvert pas loin. Euh, voilà. Vous avez des questions? Je ne vois pas trop quoi vous dire. Je suis là pour votre confort. Mon hobby? Au hasard, l'informatique. On vient de l'apprendre. Oui, je suis dingue de mon travail. J'aime faire de l'assistance utilisateur, j'aime les challenges, tout simplement. Alors, j'ai quand même tendance à me faire dépasser assez rapidement. Donc, faut quand même me freiner un petit peu. Euh, Envoyez-moi les demandes maintenant. Yannick, il est en support, mais c'est ça. Soit vous me mettez en copie, soit vous le mettez lui en copie si vous voulez, mais voilà. Mais redirigez plus vers moi. Voilà. C'est ça. Parce que de toute façon, il va. D'accord? Donc, je suis là. Je ne compte pas partir. Je suis très bien là. J'en connais deux, trois. J'ai déjà eu des interventions avec deux, trois d'entre vous. Fort agréable. Merci. Voilà. Bienvenue encore une fois et merci beaucoup. Eh bien, C'est Dieu qui te parle. facile. Merci Agnès. C'était Agnès, hein? C'est bien C'est ça? ça. Oui, parce qu'on a cru que c'était Dieu qui nous parlait dans l'amphi. Ah, mais oui.
Bienvenue, Eris. Bienvenue parmi nous. Merci Agnès. Je voulais profiter aussi de ce petit mot pour remercier Yannick Joly, ainsi que les 5 volontaires qui ont voulu faire PRI pendant un moment aussi. Marco, Lorraine, Philippe, j'en oublie. C'était qui les 2 autres? Morgane et Florence. Et Lorraine, je l'ai dit. Et du coup, grand merci à Yannick parce que tu avais assuré sans lâcher les autres trucs que tu avais fait pour tenir la jointure. Et voilà, on espère que maintenant, avec l'arrivée d'Iris, Yannick, Florence, Morgane, on travaillera en équipe et ça sera plus épanouissant et plus, voilà, le boulot était fait, mais que ça vous mette pas en tension. Je voulais aussi qu'on prenne un moment pour accueillir nos nouveaux stagiaires qui nous ont rejoints récemment. Il y en arrive tout le temps, mais on est très content. Et aussi les collègues en postdoc aussi, ben, bienvenue à vous. Juste pour info, donc pour les collègues postdoc et doc qui nous ont rejoints récemment, il y aura bientôt un séminaire, c'est la prochaine réunion, mais Francesco va en parler. Pour les stagiaires, pardon, on va peut-être faire, on est en train de travailler le truc, une petite journée pour vous à l'été quand il fera beau. On est, voilà, on va en parler après. Mais en tout cas, bienvenue parmi nous. Alors, hier, j'ai envoyé un rappel pour voter pour les conseils des laboratoires. Les votes vont être clôturés le 10 avril, 17h30, et c'est automatique. Donc, il n'y a pas de, on n'a pas la main sur on ne peut pas pousser l'échéance. Donc, ça va être tout automatique et en fait, les mêmes liens que vous avez utilisés pour voter. Et si vous ne l'avez pas encore utilisé, allez-y, votez. Et ça sera pour accéder aux résultats. Voilà. Et sinon, Mourad, tu veux dire un petit mot sur... parce que effectivement, on a la composition du conseil de service. On n'a pas eu besoin de faire des élections. Tu veux dire... Je vais faire, je vais faire bref. Merci aux collègues qui se sont portés volontaires. Donc, juste pour rappel, pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui arrivent dans un environnement de recherche, on est encouragé fortement, et c'est un peu notre culture, voilà, de service public collégial, d'avoir des instances de décision et de consultation collective. Et donc, le conseil de service, c'est un peu l'arène de dialogue social où voilà, on essaie de parler des problèmes qui touchent tout le monde, voilà. Et donc, même les non-titulaires ont des sièges. Donc, vous en avez 2. Donc, les stagiaires aussi, vous pouvez faire relier des points à vos référents. Encore une fois, merci aux collègues qui sont portés volontaires pour cet organe important de notre vie collective. Et n'hésitez pas à garder enfin, en tête les mails, enfin, les personnes qui vous représentent, leur bureau, leur email, comme ça, enfin, ils sont à votre disposition. Vous pouvez faire relayer des points de vigilance ou des points d'attention que vous voulez initier dans l'unité. C'est votre collectif. Merci. Yannick, tu voulais dire une chose? Non, Ah, ok, ok. Ça marche. Alors, on a passé l'évaluation HCRS. Du coup, alors, il y a beaucoup de choses sur HAL. Par contre, vous savez que HAL, c'est pas disparu après l'évaluation HCRS. Donc, il y a toujours HAL, que c'est un instrument très important, que ça sert à la fois pour la visibilité de l'unité, de vos travaux de recherche, et aussi pour quand il faudra faire votre évaluation CESS. Désolé, les acronymes, c'est pas mon, CESS, oui, ça va être hyper important d'avoir votre courrier, votre CV de publication. Et en fait, alors, ça, c'est pas très mon truc parce que c'est très des jeux de mots en français. Mais Florence nous a proposé des jeux de mots en français pour sensibiliser sur HAL. Oui, parce que j'ai dit, je ferais bien un petit passage pour rappeler que je suis là et qu'il faut continuer à déposer et continuer à me poser des questions. Et on m'a dit, les embête pas. Alors, du coup, j'ai fait une version pas trop casse-pied, enfin, j'espère. Donc, juste pour vous rappeler que faut continuer à déposer, mais que voilà, c'est juste la routine. Donc, allez-y, déposez. Ouais, déposer. Parce que HAL, ça met vos travaux en visibilité, peu importe le type de travaux. Euh,
Donc, il y a des interactions entre HAL et Google Scholar, ça vous ne savez peut-être pas. Donc, du coup, si c'est dans HAL, ça va vraiment être beaucoup plus visible. Piédestal. Ça va être sur le Donc, du coup, ça, c'est pour vous rappeler que l'année dernière, j'ai fait une présentation qui était rasoir. Donc, vous pouvez la retrouver sur l'intranet. Il y a un lien, vous cliquez, vous la retrouvez. C'est juste pour vous expliquer les enjeux, le fait qu'on peut déposer finalement beaucoup de types et pas simplement les articles publiés. Aussi des petites communications dans des petits séminaires qui peuvent aussi être importants à retrouver après dans votre parcours général. Donc, vous pouvez tout retrouver sur l'intranet. Et pour terminer, bah, déposer, c'est assez facile. Donc, vous avez la procédure qui est sur l'intranet, mais vous pouvez y aller directement parce que c'est vraiment facile à faire. Par contre, il y a 3 choses à savoir. Vous pouvez faire des copier-coller avec le DOI, ça va se remplir quasiment tout seul. Il faut juste relire rapidement. Et relire quoi? Bah, les co-auteurs, parce que en fait, ils peuvent rentrer n'importe quoi au niveau des affiliations des co-auteurs, donc c'est vraiment très important de les vérifier. Et des mots-clés, parce qu'une notice sans mots-clés, c'est une notice qui n'existe pas, et surtout, c'est une notice sur laquelle on ne peut pas faire de statistiques, parce que les statistiques sur les mots-clés et sur les co-auteurs, c'est important pour vous. Je peux vous faire des choses pour vos dossiers à vous, et aussi pour l'unité au moment des dossiers HCERS, mais aussi au fur et à mesure de l'année, ça peut être intéressant d'avoir des suivis, d'où l'intérêt de déposer régulièrement et pas tous les 4 ans. Merci. Oui. Et du coup, là, oui, moi aussi, je dois faire un peu mes devoirs. Alors, juste pour allez-y. Donc, je ne suis pas français, donc je fais un petit récapitulatif de jeu de mots. Allez-y. Piédestal, idéal. Après, sa valeur. Et voilà. Donc, Dire les jeux de mots pour la prochaine. alors, on en parla ensemble. Voilà. Alors, après, Mourad a évoqué la réunion d'accueil pour les stages. Et du coup, merci aux représentantes des non permanents et non permanentes, Élise, Louise et Molly. Si vous voulez dire un petit mot sur la journée, il y a une journée le 15 avril pour accueillir pour les nouveaux arrivants. Voilà. Merci. Du coup, ce sera un peu une spéciale stagiaire parce que là, c'est surtout la rentrée des stagiaires, mais enfin, c'est pour les non permanents, donc les CDD, autres postdocs qui nous ont joints récemment sont aussi invités à venir. Et enfin, il y a une petite présentation à nous renvoyer parce que l'idée, c'est aussi que vous vous présentiez entre vous, mais vraiment zéro stress. Enfin, il y aura nous trois plus vous, donc ça va être tranquille, vous mettez pas la pression. Et si jamais il y a eu un petit souci et que vous n'avez pas reçu l'invitation alors que vous pensez être concerné, n'hésitez pas à venir nous voir ou alors je vous ai remis mon mail à nous recontacter. Voilà. Merci et restez ici Ouais. parce qu'il y a une autre chose. Du coup, la deuxième info, c'est par rapport au séminaire Muriel Tichitz, donc, qui aura lieu le mardi 13 mai de 9h15 à 16h45. Donc, l'inscription est clôturée. Merci aux participants et merci à ceux qui viendront voir les présentations. Donc, prochainement, par mail, on va vous envoyer un sondage pour venir manger le midi et le planning de la journée. Donc voilà, on vous attend nombreux pour assister à des présentations qui seront riches, diverses, dans un cadre bienveillant. Et voilà. Merci beaucoup. Et alors, on a manifesté notre intérêt, on était sollicité, on a manifesté notre intérêt pour participer à la Fête de la Science qu'il y aura sur les sites bon, à Léonesse. On a donné la disponibilité pour les 3 et les 4 octobre, c'est vendredi et samedi. Là, Agnès nous a gentiment envoyé des photos qui sont sur les comptes Instagram de AgroParisTech. Et vous voyez, voilà, il y avait les stands s'adaptent. On voit François qui présente un jeu à je pense, des étudiants très très jeunes, des citoyens.
Donc, on est preneur et preneuse de volontaires pour représenter SADAPT à la Fête de la Science cette année. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer. Si vous ne nous contactez pas, on va vous contacter. Et je ne sais pas si Agnès est en ligne, veut donner une micro-témoignage ou le... Oui, voilà, je Ouais. reprends la parole dans le flou complet de votre de l'audio. Oui, vous voyez, en fait, en fait, nous, on était avec François le vendredi. Et donc, on a enchaîné, en fait, c'était des groupes, toutes les demi-heures, il y avait un groupe de collégiens ou de lycéens. Et donc, voilà, on alternait avec nos deux, on avait chacun, enfin, donc François lui faisait produire de la vigne sans maladie, en tentant de gérer la maladie. Et puis, donc, moi, je leur faisais juste un petit speech sur voilà, sur le système alimentaire avec un petit quiz. Donc voilà, donc moi le mien était plus adapté effectivement aux collégiens. François, ça marchait pour les deux. Donc voilà, mais c'était et je tiens à dire que quand même la technique de François où ceux qui étaient les plus efficaces gagnaient un bonbon, ça marche vachement bien. Ils étaient beaucoup plus impliqués. Voilà. Et donc le week-end, je sais qu'il y avait Jacques et Barbara qui avaient préparé quelque chose aussi autour pareil, des systèmes alimentaires et du gaspillage. Donc voilà, donc ça nous a pas non plus demandé énormément de préparation. Hein, on a surtout échangé au démarrage pour savoir qui serait à quel moment, est-ce qu'on pouvait trouver un espèce de fil rouge pour présenter sur le stand de l'UMR. Mais voilà, donc c'était une journée sympathique. Euh, et d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit parce que je pense que peut-être que François, il a fait les 2 jours Ah oui. avec un courage incroyable. Parce que moi, j'aime pas travailler le samedi, je vous avoue. Tu veux ajouter quelque chose, François? Donc en fait, c'est deux publics très très différents, le vendredi et le samedi. Le vendredi, donc c'est des collégiens lycéens, ça s'enchaîne, c'est-à-dire qu'il y a des petits groupes qui passent, tous les quarts d'heure, ça change. Et en fait, là, il faut être super ludique parce que il rentre pas dans des explications très très compliquées. Donc du coup, un jeu comme celui qu'on avait proposé, c'était assez top par rapport à ça, mais on n'a pas le temps de contextualiser ce qu'on fait, de raconter un petit peu enfin, de mettre en perspective les travaux qu'on mène. C'est plutôt voilà, une présentation un peu ludique de ce qu'on peut faire. À l'inverse, le samedi, bah, c'est des familles, donc il y a des jeunes, mais il y a aussi des adultes. Et là, à l'inverse, c'est pas vraiment le ludique qui les intéresse. Enfin, les enfants, c'est le ludique, mais les parents, ce qui les intéresse, c'est vraiment plutôt de la discussion, de voir qu'est-ce qui se fait comme travaux de recherche, etc. Donc là, le format peut être un peu différent de ce qu'on fait le vendredi. Et le vendredi, c'est dur, quoi, hein, parce que, en fait, toute l'après-midi, avec des gamins, enfin, des énormes groupes de gamins autour de vous qui vous tombent dessus. Enfin, Mm. j'ai fait de l'animation, je sais que c'est dur, mais on sort de là, on est fatigué, quoi. Je les encourage pas, là, François. Moi, je trouvais ça super sympa. Voilà, c'était super sympa. C'est Bon, après, évidemment, moi, j'ai c'est dur, l'habitude mais des ça groupes. donne des satisfactions. C'est ça. Il y a les profs quand même aussi avec eux, hein, le vendredi. Voilà, il y a quelques retombées assez inattendues. Voilà, cette année, je participe à de de ce passage dans les journées de la science à, à la construction de l'épreuve de biotechnologie du concours général des lycées. OK. Donc, merci pour les témoignages et j'espère que ça va donner envie de proposer des choses, des activités pour ces journées, surtout des activités interactives. Alors, après, vous avez vu dans les couloirs et vous avez vu passer des mails par rapport à des initiatives. Alors, c'est toujours le 15 avril. Après l'événement avec les stages, on a un repas d'unité.
Est-ce que Laurine, tu veux dire quelque chose ou... Tu chantes pas de son choix. Non, je vais garder le soleil pour cette semaine. Alors du coup, donc on a prévu avec les filles cette petite journée sympathique qui va viser à favoriser l'interconnaissance entre les stagiaires, les titulaires et non permanents. Donc à midi, on vous donne rendez-vous pour une chasse aux œufs. Vous serez en équipe de 5 et je n'en dis pas plus. Et cette chasse aux œufs sera suivie par le repas d'unité. Donc, c'est thème une spécialité de votre région ou votre gourmandise préférée. Donc, c'est un moment de partage, un moment de discuter autour de repas. Donc, c'est un petit moment sympa. Et après, le lendemain, on fait un petit atelier cuisine. Donc, rien de bien compliqué, mais c'est histoire de faire un goûter également tous ensemble l'après-midi. Donc voilà, normalement les inscriptions sont clôturées parce qu'on avait un souci de logistique et d'organisation histoire de pas acheter trop ou pas assez de chocolat. Mais voilà, enfin si vous avez des dernières inscriptions, c'est maintenant et puis on va vous envoyer les détails de répartition d'équipe et l'organisation de la chasse aux œufs très bientôt. Bon voilà, on espère vous voir nombreux et que ça vous plaira surtout. Donc, 15 et 16 avril, c'est des journées très riches. En fait, on a l'événement accueil de stage. Après, on a repas d'unité, chasse aux eaux. Et les jours d'après, atelier cuisine. Voilà. Alors, pour terminer, alors ça, c'est les salles de l'après-midi. Donc, aujourd'hui, on va expérimenter une format inédite, en fait. Donc, on avait pensé de faire des ateliers parallèles. Ça va un peu favoriser les échanges dans des groupes plus petits et ça va un peu dans la direction de faire des échanges plus approfondis. Alors, ça, c'était un peu un défi logistique. Et merci beaucoup à Florence d'avoir vraiment aidé avec la logistique et la distribution des salles et la communication. En fait, on est en train d'apprendre. On va essayer de réduire les nombres de mails. Mais voilà, c'est vraiment pour favoriser une organisation voilà, on a discuté à notre réunion de faire un moment en plénière les matins et faire des groupes plus petits pour des discussions un peu plus approfondies et en petits groupes. Voilà, sur des sujets qui peuvent intéresser pas forcément tout le monde. Alors, notez vos salles. Après, alors, lié à ça, on a fait passer un sondage pour faire remonter des idées. Parce que là, c'est vraiment important que les idées montent de vous. Et c'est pas quelque chose que nous imposons à l'unité. Alors, en fait, là, il y a déjà des réponses au sondage et merci beaucoup. Je vais contacter tout le monde qui a répondu. Et voilà, ça, c'est vraiment de la matière pour organiser les prochaines réunions et afin que les prochaines réunions soient intéressantes pour vous. Voilà. Après, il y a, quand on lance la réunion, il y a les sondages pour s'inscrire aux différents ateliers. C'est pas nécessaire de vous inscrire, mais c'est très conseillé parce que ça va nous aider pour l'allocation des salles. Donc, si vous vous inscrivez, ça nous donne une idée de l'ordre de grandeur de chaque atelier et ça, on va distribuer les salles. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, peut-être à la fin de cette session matinale, on va nous connecter au déjeuner des curieux. On va arrêter la vision parce que c'est difficile à gérer. Du coup, ceux et celles qui sont en visio peuvent suivre l'atelier à partir du lien qu'il y a. Et les déjeuners des curieux. Voilà. Et nous, on va projeter le, les séminaires et qui veut peut rester ici. Et sinon, alors c'est interdit de manger ici. Donc, si vous voulez manger et regardant les séminaires, il faut que vous alliez dans votre bureau. Voilà. Et vous êtes autonome dans votre connexion. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça va? OK.
Bah, merci pour votre écoute et on peut passer à la présentation scientifique d'aujourd'hui de Joe. Bon, alors bonjour. Donc je m'étais introduit un peu la dernière fois, donc je ne dirais pas tellement pour question de temps, mais donc je suis donc euh, basé euh, bon, j'enseigne à Toronto Metropolitan University à temps partiel, mais aussi je gère avec d'autres collègues le réseau d'agriculture urbaine pour la ville de Toronto et je, je rédige, éditeur, etc. Donc, je porte différents chapeaux, mais je travaille autour de l'agriculture urbaine depuis les années 90, début des années 90. Donc, euh, je, euh, je vais me concentrer aujourd'hui sur un travail avec des collègues, je décrirai rapidement au début, donc qui avait été euh, sur demande d'une unité de la FAO. Bon, en fait, c'est peut-être à la suivante. Oh. Euh, donc, en fait, j'étais contacté, j'avais fait de temps en temps des travaux pour euh, la FAO, donc l'Agence alimentation et agriculture des Nations Unies. Mais cette fois, j'étais contacté par des gens que je ne connaissais pas euh, qui, qui travaillent dans le bureau d'innovation de la FAO et qui m'ont demandé un peu suite à un travail précédent que je venais auquel j'avais contribué, qui était bon, et juste pour clarifier, donc les images sont tout ce qui est écrit est en anglais, mais donc je parlerai en français. Et donc, euh, c'était, j'avais été le technical editor. Donc, j'avais participé en tant qu'auteur et éditeur à un document que vous retrouverez. Donc, qui- c'était fait en 2022, une sorte de grand repérage mondial de l'agriculture urbaine et périurbaine autour du monde, euh, Urban and Peri-Urban Agriculture Sourcebook. Et donc, je pense que c'était suite à ça qu'on m'a demandé de faire une sorte de nôtre grand récapitulatif des comment les Extension and Advisory Services, je reviendrai un peu à la terminologie, comment ils s'entrecroisent avec l'agriculture urbaine et périurbaine. Donc, avec un collègue, James Coons, avec qui je travaille beaucoup à Toronto, euh, et on a écrit pour le moment un rapport d'une cinquantaine de pages, donc qui n'a pas encore été publié. Euh, euh, donc, voilà le titre provisoire. Ah, pourquoi ça bloque? Bon, je fais ici. Bon, ça va. Et donc, pour le moment, il y a juste eu une publication qui est sortie de, truc de 4 pages dans le euh, numéro 41 de Urban Agriculture Magazine. Voilà le lien. Et en fait, c'est l'équipe de la FAO qui a rédigé ce petit article euh, sur la base de mon travail avec James. Et sinon, c'est pas encore publié. Euh, ça sera un jour. Alors, ça, c'est un peu
la structure actuelle du rapport. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, c'est comme ça que ce travail est sorti. Par contre, ça n'a pas impliqué disons, l'équipe qui travaille plus sur les questions urbaines, avec l'équipe de Food for Cities ou d'autres collègues que peut-être certains de vous connaissent. Donc, c'est avec une autre unité, avec une autre orientation. Donc, on a on a identifié 6 cas d'études de ville, mais c'est surtout la partie principale, de loin la plus longue, qui consiste d'une sorte de grande typologie des acteurs du Extension and Advisory Services, comme vous allez voir, on a un peu peut-être explosé, une petite explosion, c'est-à-dire élargi beaucoup, pour montrer la grande diversité d'acteurs qui, depuis, disons, une vingtaine d'années, qui ont émergé. Donc, c'est l'essentiel de ma présentation pour aujourd'hui. Donc, juste rapidement, donc, j'ai inclus donc la définition courte qu'on avait ressortie avec et puis, si vous voulez, il y a la version très longue pour élargir ce que nous, on avait dans le travail précédent du sourcebook qu'on a inclus. Par contre, on n'avait pas de définition spécifique sur Extension and Advisory Services. Donc, j'ai trouvé celle-là, par exemple, mais dans la définition même, j'ai mis en rouge que c'est orienté vers les espaces ruraux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les espaces urbains, périurbains, métropolitains, etc. Donc, dans le travail sur le sourcebook, d'abord, on avait déjà fait un travail et en fait d'autres dans les années récentes. On fait des travaux qui font des grands repérages ou qui développent des catégorisations diverses, des typologies qui décrivent un monde assez large de ce que l'agriculture urbaine et périurbaine représente. J'ai inclus juste une manière, une typologie qui indique cette diversité. Mais vous pouvez en trouver d'autres. Alors, avec cette énorme diversité, mais il y a aussi, et je m'excuse, c'est un peu bourré là, les caractères un peu petits. Donc, il y a beaucoup de défis que différents acteurs, différents praticiens, différents programmateurs, il y a toutes sortes de défis par rapport à l'agriculture urbaine ou accéder ou pratiquer toutes sortes d'aspects pratiques de sécurité, les questions de l'eau, productivité, etc. Donc, les défis sont nombreux et très divers. Et alors, donc, le développement de connaissances répondrait à tous ces défis pour pouvoir les aborder et partager des connaissances autour. Donc,
pour ce partage de connaissances et d'innovation, euh, euh, il y a différents types de besoins. Donc, de manière générale, il y a des besoins par rapport aux pratiques, typiquement de production. Dans le contexte urbain et périurbain, ça peut être un toit, ça peut être un jardin collectif sur le sol, ça peut être une AMAP périurbaine. Tout ça est différent et tout ça a des besoins spécifiques. Mais au-delà donc de la production, c'est plus ça va au-delà de la production vers le plus large système agroalimentaire en relation au contexte urbain et périurbain. Et pour les connaissances et les innovations, déjà, c'est comment développer les capacités pour pouvoir faire ce partage. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur une manière d'organiser les acteurs qui déjà font ce travail, donc pas juste de formation et d'innovation, mais de renforcement des capacités par rapport à ça. Et je peux dire qu'on a l'argument, c'est que à travers cette typologie, que disons le travail et les acteurs, disons, classiques de Extension Services. Donc, je ne sais pas si... Et déjà, le mot, la traduction, ce n'est pas évident. En français, vulgarisation, formation, conseil, accompagnement, ça touche à tout ça. Extension Services, par contre, peut-être pour revenir un peu à la terminologie, et je pense associé en particulier en Amérique du Nord à une tradition ancienne qui date au moins du 19e siècle, où les différents États et provinces offrent, donc ont créé différents établissements spécifiquement pour soutenir les agriculteurs, donc particulièrement les agriculteurs ruraux dans leur travail. Donc, c'est par rapport à ça que ce que je vais présenter, donc rapidement, est une typologie d'acteurs extrêmement différents qui vont bien loin de ces institutions classiques. Donc, on a groupé en 4 grandes catégories et puis je vais illustrer avec des exemples quelques sous-catégories et ce sera la fin. Donc, c'est l'essentiel de ma présentation avec des images pour montrer que ça existe. Bon, alors, non, enfin, je vais... Donc, d'abord, juste pour revenir là. Donc, c'est les grandes catégories. Donc, c'est tous les acteurs publics à différentes échelles, toutes sortes d'institutions au-delà des autorités publiques, un foisonnement d'acteurs civiques, disons, et puis des acteurs privés qui jouent quand même, qui arrivent maintenant et jouent un rôle dans ce partage d'innovation et de connaissances aux praticiens de l'agriculture urbaine. Donc, pour les gouvernements, les acteurs du gouvernement et d'autres autorités publiques, on a divisé en 3 échelles essentiellement que vous voyez ici.
Pour commencer, à l'échelle municipale ou métropolitaine, euh, il y a un certain nombre de villes euh, qui, où la ville elle-même a parfois essentiellement intégré des acteurs qui travaillent directement avec les acteurs de l'agriculture urbaine dans la ville, ou bien euh, euh, travaillent comme support à d'autres acteurs. Euh, euh, donc, il y a euh, on commence à avoir des petits départements d'agriculture urbaine ou directeurs d'agriculture urbaine et donc des acteurs qui sont employés par la ville, par les municipalités, la commune, etc., mais aussi par certaines autorités, par exemple des autorités qui gèrent les questions de l'eau euh, 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 dans notre région. Donc les exemples surtout seront de Toronto, mais avec d'autres, comme vous voyez ici à Quito. Donc à Toronto, il y a la Conservation Authority et en fait le plus grand propriétaire terrien de la ville avec un nombre d'espaces agricoles qui avaient survécu dans la région. Et donc, il travaille de plus en plus sur l'agriculture urbaine dans ça. Euh, à Quito, il y a tout un bureau euh, qui a donc un programme qui s'appelle Agrupar, euh, où ils ont créé des installations pour former tout- euh, tous les éléments en fait du secteur, y compris, j'aurais pu terminer, montrer ce qui se passe à la fin où ils soutiennent aussi les petits agriculteurs pour pouvoir vendre et savoir comment vendre, etc., avec donc des mini-marchés de producteurs organisés par la ville et formés par la ville, par Agrupar. Euh, à l'échelle nationale, surtout, euh, je montre ici l'exemple à Nicaragua qui, en fait, il y avait eu un programme qui avait commencé à la capitale, à Managua, pour euh, soutenir les habitants. Donc, c'est patio saludable, donc healthy backyard, pour spécifiquement donc orienter pour donc la- euh, euh, produire chez soi. C'est pas pour l'aspect commercial dans ce cas, mais où il y a eu là, toute une série euh, de, d'espaces qui ont été créés spécifiquement pour former les habitants. Et en fait, des milliers d'habitants sont passés par ça et c'est passé à l'échelle nationale. Donc, c'est devenu un programme national pour ça. Et ça, c'est juste une image de ces sites de formation euh, pour les habitants. Et à l'échelle internationale ou régionale ou autre, donc au-delà des pays, en fait, euh, par exemple, la FAO, j'ai utilisé cet exemple parce qu'en fait, ça, c'est le plan pour un de ces espaces du programme Patio Saludable. Donc, ça vous donne une idée. Donc, c'est la FAO a soutenu, donc a formé la mise en place de ces espaces de formation dans ce projet-là. Juste pour indiquer un exemple de comment même les acteurs internationaux agissent sur l'agriculture urbaine, sur la question de formation et accompagnement. On passe à la seconde grande catégorie, qui est les institutions
publiques ou semi-publiques. Donc, il y a une variété de types d'institutions, les instituts de recherche, les universités ou d'autres sites de formation euh, 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 higher study, donc par les universités, les collèges. Puis là, on inclut les bureaux d'extension plus classiques, dont certains, en fait, sont dans les villes ou sont orientés ou commencent à s'orienter vers les villes. Il y a des exemples ici et là, et certains sont des exemples anciens. En fait, même donc aux États-Unis, il y a certaines villes qui ont un bureau d'extension basé et orienté spécifiquement vers les villes. New York a ça, Philadelphie a ça, donc, mais quelques-uns, et certains comtés urbains aussi. Les écoles et certaines institutions culturelles comme, par exemple, à Toulouse, il y a pour ceux qui le connaissent, il y a le jardin du Muséum qui a été tout un jardin qui a été créé pour des aspects pédagogiques, mais c'était donc le Muséum qui avait mis ça en place. Et on trouverait d'autres exemples. Donc, je ne vais pas parler de toutes les 5 catégories, donner des exemples juste de 3. Bon, en attendant, peut-être que je prends ma bouteille. C'est la pause publicité. Merci Sylvie. Bon, donc voilà l'Institut de recherche. Autant commencer ici. Donc, par exemple, ce n'est pas exactement un institut, mais des acteurs comme la chaire agriculture urbaine ici, qui essentiellement, entre autres, donc au-delà de recherche, c'est plus, disons, recherche-action, mais surtout, c'est en travaillant avec des acteurs pour identifier des aspects, par exemple, les questions du sol, la qualité du sol, et diffuser cette information et soutenir des acteurs municipaux, etc., autour de ça. Je ne vais pas allonger parce que on est ici, dans cette unité. Quant aux universités et collèges, bon, ils sont extrêmement nombreux. Il y a des livres entiers maintenant qui sortent sur les campus farms et toutes sortes c'est-à-dire même dans la région de dans notre région autour de Toronto, il y aurait au moins une demi-douzaine, si ce n'est pas une douzaine, d'universités où il y a des aspects de formation qui se font par rapport aux étudiants, mais souvent aussi ouvertes au-delà. Je montre comme exemple la ferme urbaine qui existe sur le toit d'un de nos bâtiments à l'université où j'enseigne, la Toronto Metropolitan, et où donc il y a différentes formes d'enseignement. Donc moi, je donne des cours en ligne, mais dans la ferme, on reçoit chaque année donc il y a des parcours différents, y compris
ceux qui passent 5 ou 6 mois, dont des étudiants d'AgroParisTech qu'on a eu comme stagiaires depuis une dizaine d'années maintenant, presque chaque année. Donc, ça, c'est juste comme un exemple pour contexte. Les écoles, bien sûr, il y a l'éducation des écoles, peut-être à travers un jardin écolier pour apprendre la science ou l'accès à la nature, etc. Mais aussi, il y a des écoles ou des formations, surtout pour, comment on appelle ça, donc en français, mais les technical college ou lycée agricole ou lycée technique, mais qui développe. Donc, dans ce cas, c'est pas un lycée. Je montre un exemple à Toronto qui n'est pas un lycée agricole, mais qui est plus lycée technique, mais qui forme pour apprendre des métiers qui peut être l'entretien des jardins ou l'entretien, le support, donc, à travailler dans l'agriculture urbaine comme profession. Donc, ça, c'est l'exemple le plus large qu'on a à Toronto. Euh, euh, et l'école est juste à droite. Et derrière les arbres, il y a une autoroute. Et là-bas, du logement social. Et donc, ce genre de contexte. Donc, il y a trop d'exemples pour illustrer, mais c'est juste un. Troisième grande catégorie, c'est la société civile. Et bon, c'est difficile de décortiquer ce que tout ça, ça représente, différents types d'acteurs euh, 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 civils divers. Donc, on a réduit à 3 types de catégories que j'expliquerai. Le premier, c'est, disons, les ONG et associations classiques, disons, qui ont une identité parfois travaille sur toutes sortes de choses. Et donc, l'agriculture urbaine ou la production, mais aussi les aspects liés à ça, que ce soit le compostage d'un côté, qui va jusqu'à la capacité de vendre. Et donc, l'organisme qui travaille sur les questions alimentaires le plus grand à Toronto est FoodShare. Et il y a depuis une trentaine, 30 ou 40 ans, donc ça a été créé durant les années 80, quand la grande crise avait frappé et beaucoup de ONG se sont intéressées à la question alimentaire, donc c'est un des premiers et le plus grand. Et plus ou moins depuis le début, des aspects d'agriculture urbaine faisaient partie de ça et continuent à l'être. Et dans ce cas, donc, à gauche est une employée de FoodShare qui, donc, FoodShare a travaillé avec la ville pour mettre en place un nouvel espace pour une sorte d'incubateur, essentiellement, entièrement des immigrés qui avaient une connaissance donc, agricole dans d'autres contextes et qui voulaient essayer de développer un aspect commercial, mais dans le contexte d'immigration. Et donc, elle soutient ce programme donc basé sur des terrains de la ville. En fait, des terrains d'espace électrique à côté.
et ça, c'est juste un exemple parmi beaucoup. Euh, un second exemple qui tombe un peu entre différents, donc qui est une action, disons, civique, mais de nature différente. C'est les communities of practice, ce qu'on dit communauté de pratique, très bien. Donc, moi, j'ai utilisé ce terme pour décrire des espaces collaboratifs de manière diverse. Ça peut être une coopérative et ça peut être, comme dans ce cas que j'ai présenté, j'avais fait une présentation il y a quelques semaines avec ma collègue June Commissar, où j'avais développé ce cas de Downsview Farm, où c'était un terrain fédéral assez large dans la ville de Toronto. Et ça s'est organisé maintenant formellement comme une collaborative. Donc, des agriculteurs, chacun fait des choses différentes, y compris même pas juste commercial. Il y a un, par exemple, pour les écoles d'été, pour les écoles. Donc, un autre est pour développer le compost tea, et puis d'autres pour des sortes d'AMAP. Donc, très divers, mais ils collaborent avec différents aspects, y compris l'utilisation des serres et différents matériaux et partage de connaissances. Donc, je dirais que ça, c'est un community of practice. Mais community of practice ancré dans un lieu, parfois c'est plus dispersé. Et enfin, c'est les espaces d'échange qui peuvent être digitaux, qui peuvent être à travers des réunions, des associations. Et donc, j'avais mentionné que je co-coordonne le réseau d'agriculture urbaine de la ville. Et donc, je dirais que pas juste l'espace web qui est qu'on a mis en place, mais aussi le Google Group qui est utilisé très régulièrement où on a un peu quelque chose comme 1200 membres du Google Group. Quelqu'un a une question, on la jette et le reste de la ville répond. Donc, je dirais que ça, c'est une autre manière de diffusion, vulgarisation, communication, etc. Et dernièrement, du côté privé, il y a de plus en plus d'acteurs privés, mais parfois comme des entreprises sociales et dans d'autres cas plus orientés, donc plus privés, disons, plus orientés commercialement. Et on a identifié deux types de catégories. D'abord, il y a des conseillers, des agences conseils qui ont développé une expertise de conseiller d'un côté les acteurs mêmes, par exemple, dans ce cas, j'avais présenté aussi dans la présentation précédente du Café Rencontre, une petite compagnie a été formée par deux conseillers qui travaillent de plus en plus pour offrir des conseils à les promoteurs, les architectes qui travaillent pour eux, les paysagistes et puis les habitants qui habitent ces nouveaux dans un
dans des espaces où il y a de nouveaux euh, euh, bâtiments qui sont créés avec des terrasses pour les habitants pour que ceci puisse bien fonctionner. C'est devenu comme une spécialité et puis de là, ils commencent à travailler avec les villes. Ils ont même développé, par exemple, la stratégie urbaine de la ville avoisinante à Toronto, en commençant par ça. Donc, c'est, je suis spécialisé dans ça. Et puis, euh, d'autres entreprises qui sont privées, dont le but est directement de partager les connaissances et que ce soit en ligne ou en ligne ou sur la terre. Donc, dans Zoo Park, un des acteurs s'appelle Homestead TO. Et en fait, c'est deux personnes, ces deux personnes, ça, c'est Derek et sa femme, qui donnent donc sur cette parcelle, euh, apprennent aux gens de se mettre à cultiver jusqu'à se mettre à devenir plus des agriculteurs urbains, donc avec à des niveaux, donc des parcelles de plus en plus larges qui font partie de leur espace. Euh, et, et chaque fois qu'ils offrent ça, ça se remplit. Donc, c'est une entreprise pour former. Et je termine avec celle-là. Donc, oups, oups, j'ai éteint quelque chose. C'est pas. C'est... Ah, Voilà. Ça, c'est la dernière. voilà, voilà. Voilà. Donc, bon, je m'arrête là. Si je passe s'il y a des questions ou des réactions, mais juste pour dire que, en fait, à travers ce panorama, je voulais montrer que, en fait, il y a eu vraiment un foisonnement d'acteurs extrêmement divers qui comblent peut-être de multiples lacunes, souvent de manière fragile, parfois au contraire, qui ont beaucoup trop de travail, vu beaucoup de demandes, euh, qui, euh, qui font des innovations, mais pas seulement les développer, mais les partager. Et donc, c'est ce que je voulais juste montrer à travers cet aperçu pour, disons, penser plus large à ce que ce que ça peut représenter comme variété d'acteurs qui participent à l'agriculture urbaine et variété d'acteurs qui soutiennent et partagent leurs connaissances à ces acteurs ou à des futurs acteurs. Voilà. Merci. Nous avons un bon temps d'échange pour ceux qui veulent prendre la parole, même à distance. Alors, à distance, on vous propose de allumer vos micros et de prendre la parole, parce qu'on ne vous voit pas. Mais il y a déjà Geneviève. À toi, Geneviève, bonjour. Alors, merci beaucoup. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance. C'est formidable. Ça donne, c'est enthousiasmant, des projets qui remettent la nature en ville. Voilà. Sauf que les villes sont souvent des espaces extrêmement pollués par les sols, par l'air. Qu'est-ce qu'on sait de la comestibilité des légumes qui poussent et qu'on consomme? Je prends juste un exemple. J'habite à Boulogne-Billancourt. Les jardins familiaux sont installés dans l'échangeur de l'autoroute. Voilà. La ville en fait une promotion formidable. J'aimerais juste être rassurée pour savoir si les choux et les salades que je vois y pousser sont vraiment comestibles.
On est tout aussi inquiet sur les espaces ruraux où il y a pas mal de produits très dangereux encore utilisés et réautorisés. Oui, bon, la question de la sécurité des aliments, bon, d'un côté, c'est qu'est-ce qui est, ok, à quoi peut-on faire confiance? C'est une question plus large et qui dépasse le rural et l'urbain. Par contre, une des, une des, un des aspects des formations, c'est comment, comment apprendre à, comment savoir euh, la nature et la qualité et la sainteté. Et ça en soi, donc, je sais que ici, il y avait le programme Refuge qui était spécifiquement pour développer, je pense, évoluer à Securagri qui, qui spécifiquement travaille sur cette question pour aider les villes à, 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 à savoir quoi faire. Et puis, pour les habitants eux-mêmes, en fait, la ville de Toronto, il y a une dizaine d'années, ont développé comme un guide pour les étudiants, pour les habitants, euh, pour décrire le processus, pour aider à savoir comment se renseigner. Donc, comment déjà savoir comment aller voir l'historique d'une parcelle et comment, quand il faut, quand ça vaut le coup de faire, d'investir donc dans les coûts de planter dans le sol plutôt que sinon, sachant l'historique, autant éviter le sol et utiliser uniquement des bacs et autre chose. Donc, ça, c'est une sorte de manière de communiquer justement. Donc, c'est le fait que l'agriculture urbaine existe, les gens cultivent, il y a toujours des listes d'attente, etc. Donc, la demande y est. Donc, l'information est essentielle et le partage de connaissances est justement important pour pouvoir répondre à ça. Si finalement des villes mettent en place des choses où les gens ne font pas, plantent n'importe comment et n'importe où, l'information est justement importante à cause de ça. Et donc, c'est un appel à plus de connaissances et plus de partage, que ce soit dans la ville ou dans le monde rural. D'autres questions, réponses? Sur cet élément-là, on pourrait aussi, enfin, pour rebondir et en même temps donner une autre question, quelle est la part des produits qui sont vendus de la part des produits qui sont autoconsommés ou donnés? Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un échange marchand, il y a toute une réglementation et notamment sanitaire, c'est-à-dire que si quelqu'un vous a empoisonné en vous vendant des tomates, bah, normalement, vous pouvez l'attaquer et normalement, la justice écrémerait tous les trucs dangereux au bout d'un moment. Ça ne veut pas dire que vous êtes immunisé, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, collectivement, on pourrait faire le tri. Mais du coup, quelle est la part de la partie, on va dire, market de la partie non-market, quoi, des produits? Euh, bon, disons que la partie market est largement plus petite, typiquement. La majorité de l'agriculture urbaine, surtout dans, disons, les pays du Nord plutôt que les pays Sud, est orientée vers soit euh, euh, cultiver sur le balcon derrière notre parcelle, soit donc dans des jardins collectifs, etc. Euh, et bien que tout ça, c'est petit,
mais en accumulant tout ça, et des études sont faites, on trouve que vraiment c'est des milliers et milliers de personnes qui font ça. Donc la production n'est pas à négliger. Par contre, il y a de plus en plus d'intérêt de développer des aspects plus ou moins commerciaux, souvent spécialisés. Et donc, il y a certains des acteurs qui choisissent donc de passer par des certifications, etc., alors que d'autres juste ont des pratiques, disons, qui suivent donc des approches bien gérées, etc., mais où le coût de certification ou bien la confiance qui est développée de toute façon à travers les ventes plus directes, etc. Donc, dans le cas de Food Share que j'ai montré, ou qui ont aidé à mettre en place ces espaces et qui soutiennent les personnes immigrées qui veulent développer un aspect petit mais commercial. Il y avait tout un travail, et en fait, ce projet-là a pris 7 ans à mettre en place à cause des différentes craintes et différents obstacles de différents acteurs publics pour justement passer à mettre en place ce projet. Maintenant, ça marche, mais c'était supposé être un projet pilote. C'est un projet pilote, mais c'était tellement épuisant, disons que pour le moment, ça n'a pas donné suite à d'autres. C'était supposé avoir 4 ou 5 projets pilotes. Finalement, il y a eu juste 2 qui marchent très bien, qui vraiment et qui vont donc jusqu'au marché, comme j'ai montré, jusqu'au le marché sur place. Donc, un marché, donc des acteurs du quartier vendant aux habitants du quartier. Euh, euh, mais en même temps, ça a, disons, essoufflé un peu à travers ce processus. Donc, c'est pas évident, mais la demande y est et le potentiel existe. Moi, j'ai 2 questions. Bah, ça peut être un peu naïf parce que je connais pas bien. Mais là, tu nous as montré l'exemple de Nicaragua comme pays qui a fait un plan national pour l'agriculture urbaine et périurbaine. Et du coup, je me demande, c'est que des pays de petite taille ou il y a aussi des pays plus grands? Et c'est quoi qui encourage un pays, à niveau national, à mettre en place une stratégie d'agriculture urbaine? Bon, déjà pour le programme à Nicaragua, c'est devenu national, mais ça n'a pas commencé comme national. C'était un programme municipal et avec un soutien donc des Nations Unies, du bureau des Nations Unies. Et donc, dans ce sens, euh, c'est une évolution. Euh, et souvent, ce n'est pas les nations, l'État qui commence avec quelque chose, mais qui vient après et élargit. Euh, Peut-être dans ce sens, le programme Quartier fertile de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, est quelque chose qui est venu après que beaucoup de choses
municipales commençaient à se passer. Donc, je pense que ça, c'est un processus typique. Il y a un programme très ancien de l'Argentine qui existe, Pro Huerta, qui existe. En fait, je l'ai découvert donc, dès les années 90, c'était déjà en place, donc très ancien, qui, là, je pense, c'est pas juste, c'est plus orienté pour, disons, petit espace de culture productive, suite essentiellement, ça avait émergé, je pense, en réponse à la crise économique à l'époque et qui est restée parce que ça a comblé un besoin. Donc, c'est assez divers, mais c'est quand même plus des exceptions, disons. Donc, c'est un peu trop loin. Il y a, je dois dire que peut-être c'est surprenant, mais il y a et je ne suis pas sûr si ça existe encore depuis cette année, mais aux États-Unis, le département d'agriculture, le ministère d'Agriculture avait, il y a quelques années, mis en place un Office of Urban Agriculture and Innovation, ou quelque chose comme ça. Et avec un petit financement assez compétitif pour soutenir la mise en place de nouveaux projets euh, euh, et, euh, et donc approuvé donc, par le Sénat, donc par le Parlement, etc., avec un petit financement. Donc, ça date depuis une demi-douzaine d'années. Mais on n'a pas ça au Canada et même dans les provinces, là où on est, alors que en Ontario, il n'y a aucun soutien, disons, à l'agriculture urbaine, je peux dire ça, alors que au Québec, le ministère de l'Agriculture, le MAPAC, l'acronyme complet, mais le ministère de l'Agriculture du Québec, joue depuis un bon moment un rôle très important dans le soutien. Donc, c'est très divers et les villes sont très inégales dans ce qu'ils offrent ou pas. D'autres questions, remarques, compléments, éléments de discussion, n'hésitez pas. J'avais une question pour ma part, si personne n'a de questions, on voit beaucoup à travers les images que tu as montrées que c'était beaucoup du maraîchage ou voilà, de la culture. Y a-t-il de l'élevage ou de l'apiculture, des choses comme ça qui se développent, sachant que en France et notamment à Paris, maintenant, on peut louer une poule pour avoir des œufs du jour, et c'est une forme d'élevage urbain. Voilà. Tout à fait, en fait, avec l'élevage ou le non végétal, disons, pour faire plus grand, c'est même plus divers. Ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Euh, euh, Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas permis n'a pas lieu, euh, mais, euh, euh, mais c'est très divers. Donc, l'apiculture, euh, euh, généralement, est permise ces jours-ci, mais ça varie entre les villes. Mais surtout l'élevage et les poules. Euh, euh, et chaque ville fait autrement, de manière différente. Et à Toronto, on n'a pas de poules, sauf dans les petites fermes éducatives, disons. Euh, Ils ont mis un projet pilote pendant 2, 3 ans et puis ils ont eu peur, puis ils n'ont pas renouvelé et dans un secteur, quelques petits secteurs de la ville. Donc, c'est très inégal dans ce sens. Par contre,
par exemple, par rapport à l'apiculture, il y a beaucoup de programmes. En fait, on était il y a 2 semaines au Jardin du Luxembourg et puis euh, on a croisé une leçon d'apiculture au milieu du jardin. Donc, ça existe, mais c'est très, très variable. D'autres questions, Je remarques, pense qu'il y avait une commentaires? là. Oui, Lorraine, j'arrive. À distance, n'hésitez pas à prendre la parole aussi, hein. Merci beaucoup. Oui, c'était pour savoir si vous aviez eu l'opportunité ou pas encore d'aller jusqu'au contenu de formation, ouais, contenu de formation. Est-ce que dans la diversité de tous ces gens que vous nous avez bien décrites, est-ce que voilà, il y a aussi énormément de diversité de contenu? Est-ce qu'il y a un moment l'idée d'essayer d'harmoniser un peu ça ou c'est complètement illusoire et ça n'aurait pas de sens parce que les contextes sont trop différents? Voilà, donc c'était des détails là-dessus. Ouais. Merci. Oui, c'est une bonne question, c'est-à-dire, euh, je, euh, euh, non, j'ai pas de, je peux pas parler de tellement du contenu spécifique, mais plus d'approche générale, comment se font les choses. Mais c'est un autre niveau. Mais déjà, c'est un peu pour reconnaître, et en plus, c'est-à-dire contenu, à quel niveau, formation, est-ce que c'est pour des gens qui savent bien cultiver, mais qui c'est plus par rapport le contenu au comment développer business plan etc. Donc le type de contenu varie extrêmement par rapport à quel type et quelle échelle et le contexte spécifique de ville. Mais ce serait une nouvelle étape, je pense, qui serait importante au-delà de ça. Euh, mais là, on a voulu, à travers développer, on a choisi parce qu'on aurait pu faire le panorama coupé autrement, mais on a voulu montrer déjà qu'il y a beaucoup d'acteurs divers qui, euh, qui offrent des formes de support, de connaissances et d'innovation, et qu'on trouve ça partout. Et c'est éparpillé et c'est tellement différent que peut-être on n'a pas une idée générale de la totalité que ça représente. Donc, peut-être ayant fait ça, euh, on peut passer plus profondément à des questions de est-ce qu'il y a des aspects communs qui peuvent être partagés, traduits, adaptés, euh, euh, qui en suivrait. Donc, c'est peut-être une prochaine étape que j'encouragerai. On a une question ici, Nabil. Euh, ma question, c'est par rapport aux critères d'arbitrage entre, par exemple, toujours dans le contexte métropolitain, qu'il soit à Toronto ou ici. Donc, si on a un petit hectare ou deux, bien évidemment, qu'il y a plusieurs types de projets qu'on pourrait mettre en place. Donc, ma question, c'est quels sont les critères qui feraient pencher la balance en faveur d'un projet d'agriculture urbaine et non pas d'un autre projet qui soit purement, ou en tout cas, on pense à tout ce qu'on veut, soit un centre commercial, soit des logements sociaux, autres, donc avec des projets divers. Donc la multifonctionnalité étant bien documentée, je ne sais pas si c'est la seule, ou en tout cas s'il y a d'autres critères qui feraient vraiment pencher la balance dans un contexte métropolitain et donc de course vers l'urbanisation et où l'agriculture urbaine essaierait toujours d'avoir sa place. Oui, alors bon, la place de l'agriculture urbaine, oui. Donc, ça arrive à travers différents moteurs, disons. Euh, et, euh, et, et parfois, ce n'est pas un but en soi. Par exemple, la question d'espace vert, plus généralement,
euh, avec l'intérêt, avec changement climatique, avec, euh, avec donc le besoin d'augmenter, de faire que les villes soient plus vertes. Ça peut prendre, ça, ça peut se faire à travers différentes bases. Et est-ce que c'est simple? Et une des formes serait à travers l'agriculture urbaine. Donc, ce serait une entrée en réponse, pas spécifiquement à l'aspect alimentaire, mais plus si on va, si j'ai vu qu'il y avait un budget participatif, une des choses, c'était végétalisation. Donc, végétalisation peut prendre différentes formes et la forme, l'agriculture urbaine ou le petit jardinage, donc ça peut être petit jardinage ou ça peut être verdir les toits. Et comment on peut verdir les toits? Ça peut être une des manières, c'est d'avoir donc ouvrir aux habitants d'un nouveau immeuble qui existe ou autrement. Donc, les différents moteurs varient. Donc, c'est pas nécessairement. Donc, ça, c'est une entrée. D'autres seraient plus pour les questions de précarité alimentaire qui peuvent orienter l'insertion sociale. Donc, en effet, l'agriculture urbaine est multifonctionnelle, mais souvent, c'est une fonction en particulier qui est primordiale dans la mise en place d'un projet ou d'une action par rapport à ça. Bien que donc, pour dire que bien que multifonctionnel, il y a différentes orientations et différentes choses derrière. Je rebondis juste sur ce point-là. Sur les toitures urbaines, il y a quand même une compétition entre du photovoltaïque et puis des toits végétalisés. Qu'est-ce que vous pensez des bons arbitrages à faire là? Tout à fait. Et en fait, c'est quelque chose qui émerge, plus ou moins, mais parfois, il n'y a pas de concurrence parce que, par exemple, il y a beaucoup de toits qui sont en pente. Et les pentes, c'est bien d'avoir une bonne orientation. Donc, c'est la sous-catégorie, disons, de toit plat. Mais donc, ça peut être une concurrence, mais ça commence, il y a un début, et ça, c'est pas juste sur les toits, de voir comment ça peut être une collaboration entre les toits, entre le photovoltaïque, donc ce qui peut se faire en dessous et le fait que les photovoltaïques eux-mêmes produisent de l'ombre qui peut être utile à des plantes qui ne veulent pas trop de soleil. Donc, il y a un ou deux petits cas anecdotiques que j'ai croisés, mais mais ceci se fait dans le monde rural où on commence à trouver à plus grande échelle des espaces photovoltaïques et où l'agriculture commence à s'y insérer pour que ce ne soit pas simplement photovoltaïque qui remplace l'agriculture. Donc ça c'est un bon exemple où les choses évoluent dans les contextes plus ruraux et urbains. Mais on est au début par rapport à ça. Merci, on a la place pour une dernière question. Après, on mange notre temps de pause. Moi, je me demandais si, enfin, vous n'avez pas parlé des fermes verticales, enfin, des systèmes qui sont radicalement hors sol. Donc, est-ce que c'est parce que c'est volontaire par rapport au projet justement comment dire, d'accompagnement, de formation?
que c'est trop étranger ou est-ce que c'est des développements trop marginaux ou voilà. Non, j'aurais pu, donc pour euh, revenir par exemple, les consulting firms, il y a certaines qui sont spécialisées dans les plus euh, agriculture verticale, ou bien plus généralement l'agriculture contrôlée qui existe. Il y a donc certaines qui spécifiquement sont des services conseils. Par exemple, basée à New York, qui s'appelle Agritecture. Il y a des associations qui sont sorties par rapport à ça. Ça existe et ça, c'est largement dans le contexte urbain et bien que ça, maintenant, ça se déplace plus vers le rural. Donc, euh, je n'ai pas montré ça comme exemple, mais c'est une des formes que ça prend absolument, justement parce qu'il y a toutes sortes d'aspects techniques, nombreux, que ce soit l'éclairage, que ce soit les questions de l'énergie, les pratiques, etc. Et chacun avec ses spécificités. Au contraire, ça, c'est un des aspects bon, que, qui nécessite partage de connaissances et surtout que beaucoup, c'est des acteurs émergents, donc bien sûr, d'autres n'existent plus, ont disparu, etc. Euh, mais c'est, ça fait partie des catégories, disons. Merci beaucoup. Une toute dernière rapide question, tout au fond, comme ça je me muscle les jambes. Si. Je voulais juste vous demander une chose. Est-ce que dans le tour, là, enfin, le paysage des différentes études de cas que vous avez faites, est-ce qu'il y a un lien entre la coloration politique de la majorité des villes et l'intensité du développement de ces programmes d'agriculture urbaine? Est-ce qu'on a des programmes qui vont plus loin parce qu'on a une majorité plus progressiste et d'autres qui sont un peu plus greenwashing parce qu'on est dans... Voilà. La question qui sera sans doute l'objet d'un atelier cet après-midi, c'est est-ce qu'on peut faire de l'agriculture urbaine sans engagement politique? Euh, oui, bon, typiquement, on peut dire que les acteurs de l'agriculture, les acteurs intéressés en agriculture urbaine, disons, tendent à être progressistes, mais c'est pas obligatoire. Par exemple, donc, les anciens, donc les jardins ouvriers, par exemple, peut-être ceux qui pratiquent dans les jardins ouvriers, peut-être, ont d'autres orientations que les jardins collectifs. Mais donc, je dirais, donc, et puis, ouais, donc, juste que je suis d'accord qu'il y a différentes tendances, mais c'est pas systématique quand même. Mais ceci dit, est-ce que ceux qui soutiennent donc les politiques souvent c'est vers disons plus des côtés des Verts qui s'intéressent mais pas toujours. Donc c'est ouais. Merci beaucoup. Je finirai cette intervention en te remerciant, Joe, de ta visite et puis de la présentation. Je sais que tu es très sollicité par le campus et par plein de collectifs ici, vu tes travaux et tout ce que tu peux apporter. Mais je voulais juste souligner qu'en fait, il y a pas mal de partenariats entre nos institutions et la recherche française plus globalement et la recherche canadienne. Il y a notamment une convention AgroParisTech avec la Toronto University.
Et n'hésitez pas à aller discuter avec Joe, qui je pense se fera ambassadeur de toute la recherche canadienne. C'est un moment important pour renouer des contacts entre l'Europe et l'Amérique du Nord, je pense, pour combattre un peu les sectarismes qui peuvent émerger là. Donc n'hésitez pas, en tout cas, il y a plein de bourses, d'appels à projets dédiés. On est à votre disposition aussi dans la direction de l'unité pour vous aiguiller vers les guichets, mais notamment qu'on soit stagiaire, postdoc, doc, chercheur, il y a pas mal de perspectives. J'imagine que tu confirmes cela. Tout à fait. Tout à fait. Et des missions d'échange ont déjà eu lieu. Il pourrait y avoir d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Je te passe la parole, Francesco. Donc là, vous allez avoir un petit dilemme. Il faudra choisir. Donc il y a une pause de 10 minutes. C'est ça? 10 minutes? 5 minutes, pardon. Après, vous avez le choix, version cinémascope ici, pour le séminaire Sciences Société, ça finit à 13h, vous pourrez aller manger à 13h. Ou alors version Netflix, un chill, dans votre bureau, devant votre ordi, en pyjama, etc. Voilà, libre à vous de choisir. À 14h, n'oubliez pas, si vous faites l'impasse sur le séminaire, à 14h, il y a des ateliers, donc vous avez 4 ateliers. Vous avez dans vos mails le nom des salles. Vous pouvez choisir. Je dirais juste que tous les ateliers ont lieu dans le bâtiment F, sauf le meilleur qui est dans le bâtiment Z, n'est-ce pas, Pierre? Dans le 2, oui, pardon. Oui, il y a un atelier dans le E aussi, pardon. Encore merci.